Le sport est ancien. Des détails ont changé. Mais une chose perdure. Le feu. Il bâtit des dynasties et les détruit. Il mue une idée en renaissance. Il unit des équipes, des continents, le monde. Il transforme les joueurs en héros, puis en légendes. Impossible de revenir en arrière, impossible de rester les mêmes. Nous changeons le sport pour toujours. C'est ça le feu. C'est ça le mondial. Voilà, je vois pas ce qu'on peut dire de plus, hein. Jarus, le futur du sport, c'est toi. C'est moi. C'est le feu. C'est nous. Regardez-moi cette coupe. On avait l'impression qu'elle était énorme. Non, non, pas du tout. Elle fait la taille de mon index en fait. C'est la coupe de League of Legends, mesdames et messieurs, parce que les Worlds arrivent, les tirages ont eu lieu et on est sur l'accent e-sport. Léla Riva, ça me fait très plaisir de te retrouver pour cet accent e-sport. Comment vas-tu? Claqué. Arrêtez de mettre le chauffage partout, c'est pas possible la canicule là, 35 degrés en permanence, pas de clim au boulot, y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Y a pas d'eau à ton boulot? Hop, on n'est pas loin. On n'est pas loin, Il y a beaucoup de poussière des travaux, c'est en train de refaire de campus à côté de de mon bureau, donc j'ai l'impression d'être paumé au milieu du Sahara. Mais bref, c'est pas ça qui vous intéresse. Le Sahara est un massif, mesdames et messieurs. Exactement. C'est au sud de Paris? Non, bah oui, c'est cohérent. Exact. Dans le même coin, Bon. au sud de Paris. Exact. Du coup, Accent e-sport, News e-sport, on discute de l'actualité avec vous. Vous connaissez, on a pas mal de sujets à aborder. Le gros sujet d'ailleurs des news, ce sera le tirage au sort des play-in des Worlds et des group stage des Worlds qui ont eu lieu. C'était hier, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était tout récemment. Ensuite, on parlera un petit peu du patch 10.19. On en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais là, plutôt sur voilà, quel buff va profiter plutôt à quelle équipe. Il y a beaucoup de nerfs également de champions qui sont beaucoup joués dans la méta. Et ensuite, on fera rapidement en fin de news un point sur le Wild Rift. Voilà, je cherche le nom, donc League of Legends sur portable. Wild Et quoi? Valorant. Wild Rift, mon cher Léla Riva. Ça joue sur mobile, ça, à tous les coups. Exactement. Et sur console, on y reviendra juste après. Et donc ça, c'est pour la partie news. Et ensuite, vers 19h40, 20h, selon le temps qu'on va prendre, notre chroniqueur, Tips Alevo, viendra nous rejoindre pour nous parler des wildcards des Worlds. Non, il ne parlera pas des NA. Il parlera bien des vrais wildcards de la compétition. Donc voilà le programme de ce soir. On espère que vous allez bien également dans le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et on peut commencer. Et on va commencer par la première news. Vous m'avez vu ce stream? Mouah. Les nouvelles assets. Et ouais, effectivement, voilà, on monte en gamme au niveau des assets, ça fait très plaisir. Merci à Nox qui nous a fait des assets. Vous avez déjà pu les voir sur mes lives quand je stream sur la chaîne. C'est la même direction artistique, voilà, c'est pas les mêmes couleurs, puisque voilà, l'accent e-sport a son petit truc à lui, Cast and Play a son petit truc à lui. On vous répète que l'accent e-sport est une émission qu'on propose sur Cast and Play, il y en aura d'autres à venir. Mais ouais, ça fait très plaisir d'avoir un petit goût de jeunesse parce que les assets précédentes étaient faites par mon cher ami Léla Riva, qui n'était pas designer, mais c'était très propre. Alors que ce coup-ci, c'est Nox qui nous les a faites. On peut balancer. Donc, si c'est moche, dites-lui. Si c'est beau, dites-lui plus. Et si ça vous plaît, dites-lui encore plus, bien entendu. La base. Voilà. Pourquoi j'entends un bip quand tu dis le nom du jeu sur mobile? Je sais pas, Wild Rift. Je ne sais pas. Non, mais c'est des BO1 dont ils peuvent tease et prendre une game à LGD. J'ai un bouton. Chaque fois qu'il dit Wild Rift, j'appuie et ça fait bip. Bip. Oh, pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Alors, je vais vous montrer.
Alors ça doit être caché quelque part, c'est caché là, Sound Alert ça s'appelle. Et vous appuyez sur Wahoo. Le tout premier ça coûte 0 bits. Et Ça vous marchera pas, je l'ai pas branché sur l'accent e-sport. Quoi? Mais il faut. Oh là là. Eh ben écoute, tu viens le faire sur, sur le soft. Il faut savoir qu'Aureus il stream pas avec le même soft que celui qu'on utilise pour l'accent e-sport. Et sur celui-là, j'ai pas encore trouvé comment faire. Ok, bon, ce n'est qu'une question de temps, du coup. Ça va venir, Okay, ça va venir. Je ne me fais aucun doute. Donc pour plus tard, vous pourrez balancer des gros waouh sur le live. Ce sera très fun. En tout cas, première news. Effectivement, on va parler des Worlds de League of Legends et on va se focus sur les groupes des play-in et on va déjà vous réexpliquer un petit peu le format des play-in. Donc, il y a 2 groupes de 5 équipes là où avant on avait globalement c'était 4 poules de 3 ou 4 poules de 4 au play-in. D'ailleurs, c'était plutôt 3 poules de. Non, c'était plutôt 4 poules de 3 de mémoire et une équipe de chaque poule passée. Là, c'est un petit peu différent. On a 10 équipes, 2 groupes de 5 et ça va se jouer en single round robin, ce qui veut dire que chaque équipe se rencontre en BO1 et une seule fois. Il n'y a pas de match retour. Et selon le placement, votre place, voilà, à la fin de ces rencontres, vous allez avoir un seed. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Il n'y a pas de match retour, donc c'est très chaud. Il peut y avoir des upsets plutôt sympas. Donc une équipe sur laquelle on ne s'est pas trop renseigné peut potentiellement clutch, etc. Donc à surveiller. Mais le format des play-in est très cool. Donc déjà, c'est du single round robin en BO1. Une fois que tous les matchs sont faits, le seed 1 de chaque groupe passe en main event. Le seed 5 de chaque poule est éliminé des Worlds, ne passera pas en main event. Et le seed 2, 3, 4, eux, jouent encore les play-in pour se qualifier, car il restera à ce moment-là 2 places pour les play-in. Et comment ça se passe? Le seed 4 rencontre le seed 3 de la poule, dans la même poule. Donc par exemple, si on garde dans cet ordre-là la poule A, on va dire INS est éliminé, les Legacy Esports rencontrent les Papara Supremassive et les Mad Lions attendent tranquillement puisqu'ils sont seed 2. Une fois que Legacy Esports et Papara Supremassive se sont rencontrés en BO5, une des 2 équipes perd et une des 2 équipes gagne. Cette qui perd est éliminée, voilà, tout simplement. RIP. Et l'équipe qui gagne passe à l'étape d'après qui est encore un BO5, mais pas contre leur seed 2 de leur poule, ce sera contre le seed 2 de l'équipe d'en face, de la poule d'en face. Donc on va dire PSG Talon dans cet exemple, et du coup Mad Lions contre V3 Esports. Au pif, voilà. donnez vos plus belles punchlines en face de PSG, comme ça clairement ça leur portera chance. En tout cas, on a eu le tirage des groupes qui a été fait et on arrive dans la poule A, dans le groupe A. Il y a des groupes partout, hein, c'est le groupe des play-in, on va dire. Les Team Liquid en dernier seed de l'Amérique, les Mad Lions en dernier seed de l'Europe, Legacy Esports alias l'Australie, ça brûle, c'est chaud. Papara Supermassif qui sont les Supermassifs que vous connaissez bien, et les INTZ, il me semble que ça c'est le Brésil. Oui, c'est ça, ouais. De l'autre côté, on a le groupe B avec un des futurs demi-finalistes des Worlds, LGD Gaming, site 4 de la Chine. Quart de finaliste, mais ok. Car ça se tient, mais à partir du moment où ils vont en quart, c'est facile la suite. C'est que des Européens et des Américains qu'il va y avoir en face. Ça sera facile. On verra. Ouais, c'est ok, je vois ce que tu veux dire. Mauvaise foi, la. En dessous, vous avez Alors, c'est probablement l'équipe qui a le plus volé son nom, mais pas forcément sa place. Pendant qu'Aureus replace sa coupe derrière lui pour lui porter chance. Et les PSG Talons, qui ne sont ni plus ni moins que les Talons qui ont été rachetés par le PSG juste avant les Worlds. Comme ça, le PSG, incapable de sortir quoi que ce soit en LFL 1, en LFL 2 et encore en Open Tour, on n'en parle même pas, ont décidé que aller mettre des billets à Hong Kong, terre de valeur, un tas de trucs, leur permettrait d'accéder aux Worlds, et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'on va en parler tout. Ce n'est pas sans nous rappeler Unicorns of Love, les Lariva. Unicorn of Love, on va refaire l'histoire. L'histoire des PSG Talons, c'est il y a encore un peu plus que ça. Ils avaient 2 joueurs coréens parce que PSG. Je vous ai dit que j'aimais ce club. Ils avaient 2 joueurs coréens dans leur équipe qui n'ont pas pu faire la quarantaine en Chine à temps. Donc, ils sont arrivés avec 3 de leurs 5 joueurs et ils ont pris 2 subs pour jouer la compète. Autant dire qu'en termes de seed,
Sur vos Pixem, vous pouvez éventuellement les considérer comme une des 3 équipes qu'il y a en dessous. Les V3 eSports, les Unicorn of Love, champions en titre de la LCL, donc la Ligue russe. Et on va en reparler de pourquoi ils sont arrivés en Russie. Il n'y a pas de sombre histoire de pot de vin, rassurez-vous. Non. Ou si, mais pas du côté que vous croyez. Et les Rainbow 7 à la fin. C'est ça, les Rainbow Seven. Hâte de voir un petit peu toutes ces équipes. Donc en BO1, c'est ça qui est très intéressant, même pour les groupes Sage, on y reviendra, mais c'est également du BO1, mais c'est du double round robin. Donc du coup, les équipes se rencontrent 2 fois, donc il y a un peu plus de challenge, un petit peu plus de voilà, on re-rencontre les équipes qu'on affronte. Mais du coup, les Dariva, moi je vais te demander tes pronos. Moi je les ai déjà fait sur Twitter, je les ai balancés, je pense que tout le chat est au courant de mes pronos. Moi j'ai mis Seed 1, groupe A, Mad Lions. Ensuite, j'ai mis Team Liquid en seed 2. Je pense que les Legacy Sports vont être seed 5. Et ensuite, Papara et Hills, je sais pas trop comment les départager. On n'est pas à l'abri d'un clutch nul de ces 2 équipes face à Liquid. Oui, c'est un peu ça, et on n'est pas, enfin, entre les deux, on saurait pas vraiment juger pour le moment. Je te rejoins là-dessus. Sur la deuxième poule, bon, LGD Gaming en premier. Il n'y a pas trop, Incontestable. pas trop à dire. Les Unicorn of Love, c'est une équipe qui roule sur la LCL, mais genre qui roule. Ils ont un score, c'est 38-2, quelque chose comme ça sur toute la saison. Donc je les verrais bien deuxième. Les PSG Talons, du fait de leurs problèmes de roster, je les vois bien tomber et atterrir troisième. Et après, c'est V3 eSports puis Rainbow 7. Je ne sais plus exactement, mais ça va jouer entre ces deux-là pour l'année dernière. Je pense que V3 est devant, puisque ils ont gagné contre l'équipe japonaise qui était indétrônable. Comment elle s'appelait déjà? C'était pas les Fongfu Buffalo, les Detonation Focus Me. Les Detonation Focus Me, c'est ça. Ils les ont détruits, tout simplement, sur les phases finales. C'était un BO 3-2. Ils ont gagné 3-2, les V3 eSports, contre les Detonation. Et les Detonation étaient à la tête du Japon depuis un moment. Donc voilà, c'est plutôt une équipe, on va dire, jeune au point de vue international. On va voir ce qu'elle va donner. Mais tu vois, il y a... Moi, je dis beaucoup de choses actuellement sur Twitter parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec mes pronos, mes tier lists, etc. Et c'est super intéressant de comparer les avis de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les équipes sont Worlds, que tous les joueurs vont se transcender, surtout en play-in, je pense, pour aller affronter les vraies teams majeures. Et du coup, tu t'es pas à l'abri de voir une pépite sortir, tu vois. Et clutch complètement, on n'a pas trop d'informations, nous, sur voilà ce qu'on fait le Japon, l'Océanie, le Brésil, parce qu'on n'a pas eu le temps de se focus dessus réellement en termes de voilà, saison régulière et tout. On ne sait pas comment les joueurs ont évolué tout le long de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont Worlds et qu'ils vont tout donner, quoi, parce que c'est l'événement majeur de l'année. Donc là, il n'y a aucun, y a pas à tortiller des fesses pour voilà, vous avez la suite. Du coup, bah, je vois bien, tu vois, un petit clutch d'une équipe V3 ou Papara pour aller chercher un site 2. Je pense que c'est possible, mais pour moi, ce sera LGD Unicorn également dans le groupe B qui prendront logiquement la tête. Bah, sur un malentendu, sur vraiment un malentendu, genre PSG Talon site 3, ce qui permet aux Unicorn of Love d'être à peu près tranquille et de passer site 2. Et là, les PSG Talons gagnent leur BO5 et vont voir les Team Liquid dans la poule, dans le groupe A et les battent. Et ouais. Sur un malentendu. Ou alors sinon la même chose avec les Unicorn of Love en remplaçant PSG Talon Unicorn of Love. En gros, c'est ceux-là que je vois pour le site 2, site 3. Du sel. Sortez vos salières. Se frotte les mains. Du coup, ouais, ça va être super cool. Donc, le site 3 et 4, le site 5 éliminé, le site 3 et 4 de chaque poule se rencontrent de leur côté. Ensuite, le site 3 de la poule A rencontre le site 2, le site 3 de la poule B rencontre le site 2 de la poule A. Les sites 1 étaient déjà qualifiés, donc ça va être quand même intéressant. Et tu vois, il y a quand même un truc qui est important à noter, c'est que si tu es site 4, admettons, partons d'un postulat qui est très peu probable, mais LGD choke ses 2 premiers matchs. Ils ont encore 2 matchs pour faire 2-2. Normalement, si tu fais 2-2, tu n'es pas site 5. Non. Faut faire un 1-3 ou un 0-4 pour être site 5. Donc, ils pourraient quand même faire les BO5 et je ne vois pas des V3, des Unicorns ou des PSG Talons gagner des BO5 contre LGD pour être totalement honnête. Donc ça permet quand même à une équipe, on va dire, qui est un peu au-dessus, je trouve, dans les poules, d'aller quand même se qualifier, même s'il y a un choke sur 1 ou 2 BO1, tu vois.
Donc, pour moi, Mad Lions et LGD, c'est 100% play-in. Liquid, il y a un monde où ils sont à voir. Unicorn of Love, tu vois, Il y a un Unicorn monde où of ils Love, passent. Team Liquid, tu vois, ouais, c'est ça. Mais Team Liquid et Unicorn of Love, je leur mettrais genre 80% de chance d'aller au play-in, enfin, de passer les play-in pour aller au main event. Mais t'as ce monde où Papara ou Ints, on n'a pas trop su comment réellement ils étaient en forme. Pareil pour PSG Talon ou V3. Donc, ça va être intéressant à suivre dès les play-in. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec des matchs en BO5 quoi qu'il arrive. Donc c'est pas la valeur d'une équipe en BO1 qui va jouer sauf pour la première place, mais ensuite, premier et dernier on les élimine et après c'est tout va jouer dans des BO. Donc il n'y a pas le problème des play-in qui dit bah grosso modo tu rates tes BO, tu te mets dans la merde, mais en fait, l'idée c'est de pas retomber contre une grosse équipe qui maîtrise les BO5 parce que wildcard face à la région majeure, en général en BO5 ça se passe très mal. Là pour le coup, il y a du BO5 pour tout le monde, hormis à être le paillasson du groupe. Ça se joue et les Unicorns of Love à ce petit jeu-là, ils sont bien entraînés quand même. Donc, ça donne des chances. Tu vois, il y a quand même un truc important à noter, c'est que bon, on sait que la Chine et la Corée sont les meilleures régions, l'Europe a l'air très en forme également. Donc, quand il y a des matchs dans ces régions-là, les matchs sont, on va dire, disputés, tu vois. Et je sais pas si c'est réellement le cas dans la LCL ou dans la CBLOL. Donc, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que les équipes ont dominé leur région parce que la région est faible, entre guillemets, ou est-ce qu'ils ont dominé leur région parce qu'ils ont vraiment tout explosé, ils sont trop forts? C'est aussi une question que je me pose, sincèrement. C'est une question qui honnêtement qui méritera qu'on s'y pose. Mais dans les cas, on va le savoir très vite. Hein. Les play-in arrivent. 25 septembre. Exactement. Ça va être assez beau. Ça veut dire que c'est... Hein, pour être totalement précis avec vous, prenons le calendrier. Et ben c'est pas vendredi là, c'est vendredi d'après. Week-end prochain, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais les matchs sont assez tôt parce qu'on est en Chine, donc c'est entre du. Les journées peuvent commencer à 8h comme à 10h. Donc, ayez votre téléphone dans votre trousse avec le stream allumé en muet, bien sûr, pour suivre les Worlds avec nous. Voilà, en toute discrétion. Suivez votre cours en même temps. On fera pas tous les matchs le même jour. Non. Il y en a beaucoup quand même. Donc, il y a beaucoup de matchs. Vous pourrez faire votre samedi matin si vous arrivez à vous lever. Mais en tout cas, ça c'est le menu fretin. C'est pour se préparer au boulot qu'il faut faire. Les phases de groupe. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe de la mort, groupe de la vie. On vous dit tout dans l'accent e-sport. Auréus, présente-nous tout ça. Et surtout, pourquoi tu crois dans les chances de Team Solomid de ne pas passer? Ah, le groupe C, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui. On va commencer par le groupe A. Je te propose de faire par ordre alphabétique. G2 Esports vont passer en demi-finale avec ce groupe en fait. Sinon, c'est qu'ils ont pas eu de chance ou qu'ils ont un petit peu de choc. Parce que là, ils ont un groupe où une équipe va monter qui sera soit une team américaine, soit une team wildcard. Donc les matchs esports et l'équipe qui monte des play-in, c'est à leur portée. Les Sunning, c'est peut-être le seed 2 le plus facile qu'ils peuvent avoir. Ils ne pouvaient pas tomber sur Fnatic puisque c'est une région européenne. Par contre, ils auraient pu tomber sur JD Gaming ou sur DragonX, qui sont deux très bonnes équipes, seed 2 Corée, seed 2 Chine. Et ils tombent sur le seed 3 de Chine, les Sunning. Donc c'est très très bien, hein, c'est très très bien pour les G2 qui, je pense, vont s'imposer avec l'art et la manière. Voilà, ce sera un moyen pour eux d'envoyer un message fort au reste des équipes. Ils vont se qualifier au quart sans montrer beaucoup de choses. C'est aussi ça l'intérêt. Ils vont pas avoir de match vraiment coup près dans leur pool, je pense. Donc, ils vont garder leurs cartouches et tout, un petit peu cachées, leur strat cachée pour les quarts potentiellement si elles sont compliquées. Et donc, ils devraient passer en demi, selon moi. Voilà, pour le groupe A. Je vois les Sunning passer également, pour être honnête, mais stopper en quart de finale, parce qu'ils vont rencontrer probablement une équipe très très forte. Mais voilà, les Sunning et les G2, je les vois clairement passer les poules. Et n'hésitez pas à réagir sur le chat sur toutes les aberrations que je suis en train de dire. Non, c'est vrai que ça paraît à peu près logique. C'est vrai que pour G2, la poule est assez sympathique. Dans l'ensemble, les matchs e-sport, sauf erreur, ils devraient les dominer. Les Sunning, c'est un style de jeu d'équipe. Donc, en fait, ils sont bien déboussolés par des équipes qui maîtrisent bien leur jeu et qui ont des individualités. Ce qui est le cas de G2 eSport. Après,
La force des Sunnings, c'est leur bot lane. La faiblesse des G2, c'est leur bot lane. On en rediscutera en long, en large et en travers à quel point ça peut changer. Et on va attaquer le groupe B. Alors, le groupe B, malheureusement pour Rogue, ça va être un peu compliqué. Comment dire? Damwon Gaming, Sidin de la Corée, facile. JD Gaming, mes petits chouchous. Donc ça va être assez compliqué aussi, une très 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 grosse équipe de la LPL. Rogue, on ne vous les présente plus, hein, site 3 de l'Europe. Et du coup du play-in, qu'est-ce qui peut venir? Eh bien, comme pour le groupe A, ça va être Wildcard ou NA. Parce que l'Europe peut pas aller dedans, parce qu'il n'y a pas d'équipe coréenne en play-in, parce que la Chine peut pas aller dedans. Donc... Mais du coup, est-ce que ça va les aider quand même face à Damwon et JD Gaming? Bah, les Rogue peuvent, je pense, prendre des games contre l'équipe qui montera des play-in, mais Dragonix et pas Dragonix, mais Damwon et Ne parlons pas des FlyQuest tout de suite. Ne parlons pas des FlyQuest tout de suite. Mais genre, vraiment, les Damwon et les JD Gaming pour les Rogue. Oh, c'est si dur. Nuguri sur la top lane pour les Damwon. On a Zoom sur la top lane pour les JD Gaming. Et on a Finn, le top laner des Rogue, qui va passer, je pense, des games très sympathiques sur sa top lane. Ça va être Gaston. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Soyez gentil. Ça va trop vite. Oui, ça va être dur. Ça va être dur pour lui. Donc ouais, ce sera une équipe américaine ou une équipe wildcard qui arrivera dans le groupe B. Damwon et JD Gaming sortiront de pool. Fin des débats sur ce groupe B, je pense. Exactement. On arrive au groupe C, qui lui est un groupe assez intéressant, je pense. Les différents fans vont tous en sortir. On a les TSM, Sidin de l'Amérique, Fnatic qui arrive. Site de l'Europe, les Genji derrière, les Genji, je ne sais plus quel site ils ont en Corée. C'est le site 3 de Corée. Il me semble que c'est le site 3. Hein. Et au niveau des play-in, donc ne peut arriver, et ben malheureusement que LGD sera là en fait. Ou LGD sera là. Mais en fait, s'il y a LGD. Ah non, LGD doit être là, ils n'ont pas le choix. En fait, s'il y a LGD, il n'y a même pas besoin de faire de tirage en fait, parce qu'elles seront forcément là. Il y a des équipes chinoises dans les autres poules, donc pour équilibrer la hype pour toutes les poules, pour toutes les régions, Genji, en dessous de Genji, là dans l'arbre qu'on voit, enfin dans le tableau, ce sera LGD. Donc, TSM, Fnatic, Genji, LGD, je pense qu'on peut déjà se prononcer. Pour moi, c'est le meilleur groupe des Worlds dans le sens où ça peut partir un peu dans tous les sens, c'est choc à l'infini sur toutes les équipes. On a le fameux Warrior Mode de Fnatic en semaine 2 des Worlds qui peut revenir. Les TSM, c'est tout bon, tout mauvais. Les Genji, c'est une équipe coréenne, c'est le site 3, mais c'est à prendre au sérieux quand même. Et on va arriver avec les GD Gaming. C'est pas des branques, même si c'est les 4e de la Chine. Donc là, on a un très beau groupe. Pour dire qui va s'en sortir, allez, on va Fnatic réussir à s'en sortir in extremis, et ça sera Genji premier. Je ne suis pas d'accord. Mais bah, j'en ai parlé aussi sur Twitter, il y a beaucoup de monde qui pense que ça va être effectivement du Genji ou LGD en site 1-2, ensuite Fnatic TSM en site 3-4. Mais voilà, il y a les irréductibles fans Fnatic qui sont là en disant mais Fnatic qui sont super forts, il y a le buff d'Irelia pour Caps, enfin pas pour Caps, pour Nemesis, pour d'autres joueurs comme ça. J'avoue qu'au level 16, ça va lui changer la vie, 52 dégâts de plus sur Irelia. Ouais, genre... Du coup, tu vois, Fnatic... Bah, je les vois pas passer. C'est une équipe qui est trop irrégulière. C'est une équipe qui a toujours, effectivement, réussi à montrer des choses pendant les Worlds, revenir pendant les matchs retour alors qu'ils étaient en 0-3, aller chercher des tiebreaks, passer en quart, blablabla. Mais ils sont contre Genji et LGD. Et LGD, c'est un site 4 de Chine, mais c'est super fort. C'est super fort, LGD. Le duo mid jungle, c'est chier. Et Peanut, on dit que Selfmade peut contrôler Peanut. Peut-être, mais en fait, Nemesis n'arrivera pas à contrôler Chier, selon moi. Donc, je pense que le duo mid-jungle des LGD est plus fort. Les Genji, je pense qu'ils vont... D'ailleurs, je crois que je les ai mis seed 1. Je pense qu'ils seront seed 1. Je pense que le niveau des Genji est un peu sous-estimé, sincèrement. Et TSM, ça a beau être le seed 1 DNA, je les vois faire top 4, quoi. Oui.
Oui. Et c'est triste. Et c'est triste pour la région. Mais moi, je vois le scénario parfait. Fnatic qui se fait démembrer pendant la première semaine, qui perd même contre TSM, et là, qui doit faire le perfect, et là, ils nous font une Fnatic. C'est pour ça que je les mets deuxième. Parce que C'est possible. ils sont extrêmement habitués de ce genre de remontada et autres. C'est vrai il va y avoir un avantage. Les GD vont être chauds en plus. Ils vont sortir normalement de leur phase de play-in juste pour le starter. Et pour moi, on a une belle poule dans le sens où je suis d'accord avec toi. Tu peux faire Genji et LGD. Si tu prends en compte Fnatic, tu peux les mettre deuxième. La seule à peu près constante, c'est que Solomid va être là et va faire perdre une game à Fnatic. Le call est fait. Oui. Ouais, je pense que c'est oui. Parce que Bjergsen n'est pas mauvais, enfin, qu'on se le dise. Hein, il a son Zilean, il a ce genre de choses là. Le groupe C, c'est celui qui va me faire mal dans les pick them, je pense. Je pense que c'est celui qui peut le plus surprendre aussi, Oui. mais c'est parce que ça sera pas le groupe D qui fera les surprises. Ça sera pas le groupe D. Non, je souhaite vraiment que Fnatic passe en quart et je souhaite vraiment que toutes les équipes européennes passent en quart, qu'on soit d'accord, mais en toute lucidité, ça n'arrivera pas. Rogue ne passera pas et Fnatic malheureusement ne passera pas non plus. Mais bon, nous verrons. En tout cas, il y aura du spectacle dans le groupe C. TechPack qui nous dit ils n'ont pas Garen Yumi cette année. C'est vrai. Bah, support et voilà, genre Senna, il joue que ça, il joue pas d'ADC. Ouais, il jouera Soraka ou Senna peut-être. Il sortira Tristana, vous inquiétez pas. Il va vous faire hurler, c'est Reckless. Mais ça, c'est le groupe C. On a le groupe D où on sait d'ores et déjà qui va être dedans aussi. Hein. Ça sera Mad Lions. Bah oui. Il n'y a pas le choix. On les voit passer et le seul endroit où on peut les mettre, c'est ici. Donc le groupe D, ça fait Top Esport, Dragonix, FlyQuest, Mad Lion. Vous inversez Mad Lions et FlyQuest et vous avez le classement. Puisque Top Esport ne trébuchera pas. Non. Non. Même si c'est pas forcément eux qu'on met champion du monde, ils trébucheront pas en groupe. Dragonix, c'est très très fort, c'est très agressif, mais ils jouent le jeu de la Chine, il me semble. Hein. C'est agressif Dragonix pour la Corée. Et à ce petit jeu-là, ils sont moins bons que les Chinois. FlyQuest. Bonne chance PO, bonne chance Viper. Vous avez dit qu'on parlait pas, on parlait des wildcards mais pas des NA. C'est parce que les wildcards c'est plus intéressant que les NA. On sait, les wildcards on a toujours des doutes. Les NA on sait toujours où les mettre. Ouais, c'est surtout, mais Nox a raison de le dire, c'est surtout que TES va win les Worlds en fait. Du coup, c'est pour ça qu'ils passent les poules. C'est mathématique. JD Gaming. Ah, toi, tu dis t'es plus JD Gaming. Bah, en tant que fan. Ok. Mais j'aime bien Damwon, j'aime bien JD Gaming. Il y a bien Zerotic qui dit que Sunning va gagner les Worlds. Hein, alors bon. Ouais, je connais qui ont dit que PSG allait gagner les Worlds aussi. Il y en a dans ce chat d'ailleurs. Mais non, mais c'est cool, c'est échanger ses pronos et tout. Bien sûr, Maxen qui nous dit et G2, Tech, oubliez pas, C9 passe toujours les groupes. Yes. Oui. C'est la seule équipe NA d'ailleurs qui le fait. Oh mince, ils sont pas là. Ouais. Et d'ailleurs, C9, ils ont réussi à passer les groupes au détriment des Alliances à l'époque. Hein. On avait envoyé The Super Team, il n'y avait pas plus fort. Les Alliances ont roulé sur un split, d'ailleurs. Et ensuite, ils ont fait les Worlds, on n'a plus jamais entendu parler de l'équipe. C'est sûr. Pas sortir des groupes, c'est dur, surtout en perdant face à C9. C'est vrai. Mais après, on le répète, hein, le format des groupes stage, c'est 3 BO1. Et ensuite, match retour, encore 3 BO1. Du coup, il y a des possibilités d'aller chercher des tie-breaks, ce genre de choses. Même si on est pressenti pour être un seed 3, il y a toujours quelque chose à faire pour aller gratter un seed 2. Mais je pense que les seed 1 sont quand même assez bien dégagés dans chaque groupe. Pour moi, ce sera Genji dans le groupe C et je mettrai LGD derrière. C'est là où je suis pas d'accord, parce que je pense que Genji et LGD, ça va se disputer. Je pense que ce sera de belles games, mais je pense que Genji, sera premier. Ouais. Pour les 3 autres groupes, je suis d'accord. Voilà, sauf Damwon Gaming et JD Gaming, et il y a un accident, normalement ça devrait pas bouger. On est d'accord. C'est là où je mettrais vraiment, il peut y avoir accident dans le groupe B, accident au skill. Dans le groupe A, il y a un potentiel de choke infini, c'est G2. Hein. Dans le groupe C, il y a un potentiel de choke infini, c'est Fnatic. Mais l'avantage, c'est qu'ils nous font l'inverse. Et de toute manière, il y aura une équipe européenne en finale et on va se faire tarter 3-0.
Parce que c'est comme ça que se font les Worlds récemment. Mais ce serait bien que ce soit pas contre la Chine. Je veux bien me prendre 3-0, mais par une autre région, tu vois. Bah Genre Corée pour changer, ou le Japon, le Brésil, vraiment autre chose, tu vois. Eh bah écoutez, la Russie. Corée, leur emblème c'est To the Ship. Et l'emblème de la Chine c'est To the Top. Voilà. Débrouillez-vous. Et bien voilà, tout est dit. Et tout est dit. Mais en tout cas, c'est les petits points. On va sortir nos Pixem, on va sortir des trucs sur les réseaux sociaux parce que en ce moment, c'est génial. Il y a juste à dire que Reckless s'est rincé et il y a tout le monde qui répond mais quoi? Non, Reckless, en fait, sa Tristana, elle est super bonne. Il y a 2 ans, il a réussi à la jouer, vous avez vu. Et aussi, il y avait Caps, il avait sorti une Vayne, c'était très très fort, Vayne Mid. Pour Fnatic. Mais Caps, il joue plus pour Fnatic. Alors arrêtez de croire en Fnatic, s'il vous plaît. Ils vont éventuellement faire des trucs, mais les Worlds, ils vont pas aller en finale, Stan. TechPack qui nous dit non, mais la finale ce sera Rogue et TSM 3-0 pour TSM. Si c'est réellement ça, j'ouvrirai ma figurine Braum et je mettrai Tech au Velleda dessus avec un gros marqueur noir. Tech sur ma boîte Braum. Voilà, moi, je te paye 1 an d'abonnement à la chaîne que tu veux. Oh, joli aussi. Bah, j'avais dit que c'était 100 balles pour ouvrir mon Braum, donc c'est équivalent, tu vois. Oui, clairement. Clairement. En tout cas, ça c'est les Worlds, ça c'est les équipes. Maintenant, si on parlait un tout petit peu des champions. Ouais, parce que le patch, on en a déjà parlé la semaine dernière, bien sûr. Le patch on va revenir 10.19, vite fait. Ouais, très rapidement dessus. En tout cas, voilà, ça vient clore ce patch 10.19, le sujet des Worlds, pour les news de cette semaine. Il y a des buffs, il y a des nerfs, et les nerfs, regardez, il y a sous chaque petite icône, eh bien, il y a un petit, vous connaissez maintenant, un petit trait orange, orange-jaune. C'est, voilà, focus sur les League Pro, ce genre de nerf. Akali, Azir, Caitlyn, Lucian, Senna et Twisted Fate. On pense aux midlaners qui sont vraiment très très focus et aux AD carry. Caitlyn, grosse marche arrière dessus. Je pense que même avant qu'elle prenne son premier buff, là c'est un nerf depuis même avant. Lucian, parce que c'est trop fort en solo lane, c'est obligé de le ban, comme Caitlyn d'ailleurs quand tu es en red side, pour pas avoir une lane qui se fait avoir, tout simplement, et avoir une lane perdante en termes de pression. Et BDD actuellement est dégoûté parce que son Azir se fait nerf. Tu as Knight actuellement qui est dégoûté parce que son Twisted Fate se fait nerf. Heureusement, Knight, son Sylas est buff. On passe à 40 secondes de CDR au niveau 3. Ouais, tu peux tu peux descendre à du 20 secondes de CDR niveau 16 sur l'ultime de Sylas. Ça peut être assez ouf. Et il y a d'autres ups sympas. Alors, on en a parlé la semaine dernière. J'en ai parlé hier aussi en stream. Petit buff de Harry qui est très cool, mais ça suffira pas, je pense, à la revoir. Pareil, buff très sympa pour dire, mais ça suffira pas à le revoir. Par contre, du Ivern, de la Irelia, du Aphelios, de la Vayne, t'en penses quoi, toi, Lariva? Irelia, c'est gentil, mais c'est au level 16 et la méta va pas. Enfin, tu prends pas une Irelia pour son level 16, tu prends une Irelia pour tout le reste en fait, mais pas son level 16. Donc 50 points de dégâts à ce moment-là, c'est une demi-opto. Vu la vitesse d'attaque du champion à ce moment-là, bon. C'est anecdotique. Aphelios, 200 ans d'expérience, c'est bien, mais le mieux, c'est d'avoir une vague idée de ce qui fait que le champion est fort, et le champion est fort pour une raison extrêmement simple. Et quand il n'est pas outrange par tout ce qui passe sur la bot lane, il peut jouer. Donc à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas extraordinaire. Sylas. Dès le niveau 11. Hein. Ah oui, dès le niveau 11, il prend 10 secondes, ça c'est vraiment nice. Au passage, on en parlera, je pense qu'on verra pas de Seda ADC. Puisqu'on divise par 2 son accumulation de sbires quand d'âme quand à farm. Donc ça c'est un buff, c'est Reckless qui est pas content, mais grosso modo on est là, et Akali continuera à faire des ravages, vous inquiétez pas. Ouais, c'est le champion le problème, hein. pas les chiffres. Ouais, on est d'accord. C'est le nombre de dash et sa capacité à perdre l'aggro dans un fight et à la reprendre, et c'est insane. Mais juste à la prendre sans prendre de dégâts, tu peux attendre 5 secondes, une Akali sous sa smoke et elle va te tuer quand même. Mais t'as attendu 5 secondes sans rien faire. Pardon. Et les joueurs pro arrivent très bien à jouer sur ce genre de timing, c'est sûr. C'est ça. Vous voyez également les skins qui seront très cool. Alors il y a Samira, mais Samira est pas jouable, hein, si je dis pas de bêtises, dans les Worlds. Non. Yone non plus. Il y aura Bambi par contre qui sera jouable. Lilia bien sûr. Mais voilà, Yone, Samira, ce sera pour les Worlds de la saison 11 de League of Legends.
On a des news aussi sur la saison 11, des nouveaux items, des nouvelles mécaniques et tout, des nouvelles statistiques. On en parlera probablement après les Worlds de tout ça, parce qu'il y a énormément de choses. Et on va plutôt se concentrer à chaque fois les news au niveau des Worlds, parce qu'il y aura tout le temps des choses à débrief. D'ailleurs, on vous rappelle que la chronique de Tips, c'est dans pas très longtemps. Ce sera sur les wildcards. Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour cette année? Parce que lui, il est allé voir justement ce qu'on fait les wildcards. Donc ça va être plutôt intéressant et bien d'avoir tout ça. Ça clôt pour de bon à 19h35, 34 ce sujet des Worlds. Et on peut passer du coup à Wild Rift. Mon cher Léla Riva, je t'avais envoyé une petite vidéo et moi j'ai fait quelques recherches. Je me suis basé également pour vous communiquer un petit peu toutes ces news sur un article qui a été fait par les AAA. Et du coup, Riot Games, eh bien, ils avaient lancé une première version bêta de Wild Rift, donc le League of Legends sur portable et sur console. Et aujourd'hui, on est le 16 septembre et bien l'alpha est disponible en Indonésie, également à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. Donc c'est vraiment des équipes orientales, enfin en tout cas des joueurs orientaux qui y jouent actuellement. Et il y a déjà, dans le cadre des festivités, des 10 ans du célèbre MOBA, Riot Games qui présentait League of Legends Wild Rift. Sur console, sur PC, sur portable, j'y arrive pas décidément. Et ça devrait être disponible dans la plupart des régions d'ici la fin de l'année 2020. Donc c'est pour bientôt que vous pourrez jouer à votre MOBA préféré sur votre téléphone et sur votre console, mais pour plus tard sur les consoles. Mais c'est prévu dans les plans de Riot. Et depuis l'annonce en octobre dernier, c'était plutôt discret, les annonces autour du jeu et sur l'avancement du jeu. Et du coup, avant-première de l'alpha, limitée au Brésil et aux Philippines. C'était début juin, ça on en avait parlé d'ailleurs. Et d'ailleurs, petit lapsus de ma part, on n'est pas en alpha en ce moment, on est en bêta fermée au niveau des équipes orientales. D'ailleurs, pourquoi commencer par ces équipes Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour pour toi, Léla Riva? Ça joue sur quoi Wild Rift? Sur mobile? Quelle est la ligue quels sont les coins sur lesquels on joue plus sur mobile que sur PC? Ces coins-là en général, puisqu'on a tous des mobiles plus qu'autre chose. C'est des plus petites régions aussi, donc c'est un peu plus facile de faire des tests à petite échelle. Et donc c'est assez courant qu'ils fassent ça. Moi, ce que je remarque, c'est que plus ils nous montrent Wild Rift, plus Wild Rift a une interface qui marche mieux que le lobby qu'on a pour le jeu PC. Et qui est vachement plus stylé. Oh, ce Malphite. Pardon. Non, mais regardez-moi les illustrations. J'avoue que le Malphite est très très stylé. C'est vrai que après le client de League of Legends, on en avait parlé aussi l'année dernière à l'époque, en 2019, l'Action eSport, vous savez que ça a 1 an maintenant. D'ailleurs, je crois qu'on est vers l'anniversaire de l'Action eSport et des 1 an. On va vérifier les dates, mais on fera peut-être un truc pour les 1 an. Du coup, c'est vrai on fera pas d'Action eSport. On sera bourré. Si on fera un Action eSport. Normalement, le client, le rework du client sur League of Legends, c'est pour cette fin d'année également. En tout cas, des news qu'on avait, à voir si ça a été repoussé ou pas. C'est-à-dire qu'avec le Covid et tout, il y a peut-être des choses qui ont évolué de ce côté. Mais c'est quelque chose qu'ils ont prévu, en tout cas, de retravailler Riot. Donc, j'ai hâte de voir le jeu sur mobile, voir ce que ça donne. Je pense que je le téléchargerai et je jouerai pour voir vraiment les sensations et tout. Est-ce que c'est réellement jouable facilement? Parce qu'ils ont vraiment l'air de dire que tu as les mêmes sensations que quand tu joues à League of Legends normal. Et je suis curieux de voir les modifications qu'ils ont fait sur les sorts, les items, la map, parce qu'il y a des murs en moins, des murs un peu plus courbés, ce genre de choses. Et voilà, par curiosité, j'irai voir un petit peu, mais j'avoue que c'est quand même ultra stylé ce qu'ils ont fait Riot Games pour l'instant. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire autour du jeu et hâte de voir aussi plus tard, bien sûr, le prochain client de League of Legends. Ah, j'attends que ça. Clairement, là c'est bon. Windows XP, c'est fini. On va pouvoir aller attaquer quelque chose d'un peu plus costaud de notre côté et probablement d'un peu plus réactif. C'est lourd, quoi. Ça rame sur des SSD, des 3080 RTX, des processeurs 18 000 cœurs. J'ai l'impression qu'avec un serveur de la NASA, ça ramerait quand même. C'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est vraiment assez intéressant ce qui sortent sur Wild Rift. C'est logique, Arena of Valor est ici, il va bien falloir sortir League of Legends le vrai. Legends Mobile Legends. Arena of Valor.
Oui. Ah, ok. Bon, c'est le véritable concurrent qui fait à peu près tout pareil, hein. Ils ont des skins, ils sont très très beaux, ils ont des digital artists sympas. Ça cartonne surtout en Chine, pas forcément pour nous. Wild Rift s'adresse principalement aux gens qui ont de la 5G. Les gens qui ont de la 5G sont asiatiques actuellement dans le monde, Étrange. hein, puisque essayer de jouer sur la 3G américaine, vous allez vous marrer encore plus que sur votre PC. En Europe, ça En va 4G. un peu mieux. En Europe, oui, on peut compter sur la 4G, hein. Pas aux States. Oh non. Déjà compter sur une connexion filaire illimitée, c'est... Voilà, c'est ça. Je suis allé au Canada et j'avais un certain nombre de gigas par mois. Et je payais le même prix qu'en France. Désolé, Aïe, hein, aïe, aïe. streamer, c'était pas possible là-bas. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Ouais, étrange. Et en tout cas, on clôt pour Wild Rift ici et on va arriver sur Valorant. On a un tout petit peu plus de news, un peu d'e-sport qui se pointe pour cher Arius. Ouais. Tu as pu suivre ça, envoyé spécial détaché là-bas d'ailleurs. Ouais, non, mais j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé. On parlait de G2 un petit peu plus tôt, hein, avec le tirage des Worlds. Bah, sachez que G2 a gagné le tournoi dont on vous parlait la semaine dernière. C'était Blast, hein, qui se mettait tout simplement à Valorant avec un tournoi avec 50 000 € de cash price. Il s'appelait le Blast Valorant Twitch Invitational. Voilà, c'était du 11 au 13, donc ça s'est terminé récemment. Pendant que l'Elariva balance tout son oseille invisible, c'est 0 bits mais qui ne font pas waouh. Dommage. Il n'y a pas de S Et dans du ce coup, cas-là. Ouais, c'est ça. Non, mais même si, il y a tout le temps S. Et du coup, FunPlus, Phoenix, G2 Esports, Ninja in Pyjamas et Team Liquid se sont affrontés, voilà, tout simplement. Mais les G2 ont été plus forts et se sont imposés. C'était à suivre d'ailleurs sur Twitch, hein, la chaîne de Blast, diffuser tout ça. Et G2, voilà, ça leur promet peut-être une bonne dynamique, en tout cas pour la structure, pour aborder ces Worlds. Le fait de se dire, on a gagné Valorant, bon, on va gagner sur un autre jeu Riot, les gars, let's go. Voilà, du coup, Let's go, bien team joué. fight. Let's go, G2. Du coup, ouais, Valorant, G2, trop fort. Et du coup, on a hâte de les voir aussi aux Worlds de League of Legends, nos copains de G2. Oui. En parlant de LoL d'ailleurs, ça c'était le petit encart Valorant. On va revenir sur LoL, il y a le breaking news qui vient d'arriver. Et ben il se trouve que Mark Yeater a encore frappé. Et cette fois-ci, ce n'est pas un patch, mais une mise à jour du matchmaking qui est là encore testé ailleurs que chez nous. Pour ceux qui connaissent, alors je vais vous redonner. Ils sont en train de tester dans des select regions. C'est pour dire, on est fancy, on va dans des régions particulières, genre le fin fond du Myanmar ou autre. Bref. En tout cas, ils font des upgrades au système de matchmaking de manière à ce qu'ils tiennent en compte du MMR, mais aussi du Elo actuel. Ah, ok. Alors, ils disent, enfin, je le cite littéralement, ça a pas mal de bénéfices et notamment, ça permet de repérer les Smurfs et de les mettre ensemble dans leur game. Et ça donne deux trois petits trucs très rigolos. Des joueurs n'ont pas tardé à aller tester dans ces dites régions et de regarder ce que ça donne quand vous smurfez en D3. Comment vous expliquer ? On va repasser sur nous, je vais charger l'asset correctement, je vais le mettre en full screen. Vous êtes prêts ? Curieux de savoir. C'est une game de Diamant 3 en moyenne, hein. Le MMR moyen et tout, c'est des gens, ils sont super forts, ça pue le smurf à plein nez partout. Il y en a un, il s'appelle Shen Doctor Man, il y a Skullcracker 1, Skullcracker 2, voilà. Ça pue le smurf. Je vous montre, et Horus va l'avoir avec un peu de décalage malheureusement, le lobby au PGG qui a été transmis. Et là, vous voyez donc que l'average dans ce lobby est gold, avec des win rates absolument délirantes. Ça va ressembler à ça, les Smurfs. Et là, ça rage sur les réseaux sociaux. Là, ça rage, tout son saoul. Oh. Il y a deux choses à prendre en compte. C'est effectivement, on va détecter les Smurfs et les mettre ensemble. Donc ça va sortir les Smurfs qui vous dégomment, principalement Silver Gold en plus. C'est là que c'est le plus chiant. Qui vous dégomme vos games une fois de temps en temps. Et une fois de temps en temps, ça peut être une partie sur 10, une partie sur 20. Hein. C'est pas si peu significatif que ça. Vous avez plus de chances d'avoir un Smurf dans vos games qu'un AFK. Faut le savoir. Et de les mettre ensemble pour qu'ils puissent continuer à grimper très vite ensemble.
Bah, il y a juste un petit problème, c'est quand vous les attrapez au moment où ils sont gold, les D3, et que vous allez voir là, les win rates passer de 80 à 50% parce qu'ils sont tous toxiques entre eux, parce qu'ils s'empêchent de monter et qu'ils sont tous en train de gagner, ils vont en fait se hard stuck gold à cause du système. Waouh. Mais est-ce que les vrais gold peuvent tomber avec eux du coup? Bah non, puisqu'ils sont identifiés, ils sont son label avec le front, il y a marqué Smurf. Ah, trop cool. Du coup, genre, ne joue pas sur ton Smurf, ouais. Genre, joue à ton Elo. Bah, ne joue pas sur ton Smurf pour pas perdre sur ton Elo, hein. Ça a certains intérêts les Smurfs, l'entraînement, réussir à jouer des champions sans pression, tenter des strats, même si la normale est là pour ça normalement, mais le Smurf permet aussi d'avoir des gens qui tryhardent. La normale c'est bien, mais de temps en temps, Volane, bah, ressemble pas à grand chose. Alors que si vous cherchez à train des mécaniques, le Smurf est là pour ça. Donc pourquoi pas, c'est une des améliorations du matchmaking. Il dit ça fait partie des choses qui sont intéressantes et effectivement on va voir ce que ça donne. Le smurfing, ça reste un fléau sur League of Legends, hein. C'est quelque chose qui diminue globalement la qualité des games. On s'est tous pris en début de saison, bah, ça ressemble à la début de saison quand vous voyez le Twitch OTP top vous hard carry une game en roulant sur la game tout seul, en jouant Twitch Flash Ignite top. Alors, vous savez qu'il va en challenger lui, et que vous dépasserez pas platine. Bah ça ressemble à ça, c'est ces games là qu'on cherche à évincer, Exact. Et la toxicité qui va avec. Plus d'une fois on se dit il est gold, putain Smurf. Et là tu arrives à scouter son vrai compte parce que t'es fort, et là tu dis Smurf D2, aïe, ma game. Mais c'est ça, mais par contre, tu vois, il y a dans le chat, c'est Kiki qui nous dit bah ils ont un meilleur D3, donc ils vont faire plus 25, moins 10, donc ils vont monter. Oui, ils vont monter, mais le problème, c'est pas qu'ils montent ou qu'ils montent pas. Si le joueur est fort, quoi qu'il arrive, il va monter. Là, le truc, c'est qu'il va monter d'une un petit peu moins vite, mais bon, il va quand même monter, ça lui demandera un petit peu plus de temps de jeu. Mais c'est surtout qu'il va pas dégoûter le jeu aux joueurs qui sont gold. Il va pas rouler sur les gold et qui sont vraiment gold en fait. Il va juste être mis avec d'autres smurfs. Et tu auras peut-être 4 smurfs dans une game, 4 smurfs dans l'autre, mais au moins ce sera équilibré. Tu n'auras pas 2 smurfs dans une game et 0 dans l'autre. Et c'est ce truc qui est intéressant, c'est de pas dégoûter. T'imagines le pauvre type qui est mis au milieu de 8 smurfs. Bonjour, je suis gold, il y a 8 diamants dans la game. Ben, on espère qu'il joue un champion pas trop dur comme Sona, tu vois. Genre il appuie sur ses boutons, ça fait les sorts automatiquement sur ses alliés et c'est bon, tu vois. La PLS de sécurité, puisqu'il faut les deux là, hein. Il faut la PLS et la sécurité qui va avec, est mise sur ce joueur. Ça, je vois bien le mec en PLS, tu mets des barrières autour de lui, tu mets le sparadrap jaune en mode scène de crime, restez loin. Tu fais un tour à la craie autour de lui. C'est ça, et tu lui envoies de l'eau pour qu'il survive. La PLS de sécurité, voilà. Si vous avez besoin d'une PLS de sécurité, n'hésitez pas à appeler Aureus. Il répond à Aureus LOL sur Twitter, Aureus LOL sur Instagram. Ça, c'est son compte privé, je vous le donne. Et ne vous inquiétez pas, il viendra vous mettre en PLS de sécurité. Il posera des box. Contre la somme de... Non, mais en vrai, le système est cool. Ça montre qu'ils travaillent sur leur matchmaking. S'ils commencent par là, ils vont peut-être détecter d'autres choses qu'il va falloir améliorer. C'est une bonne chose à faire. C'est vraiment une bonne chose à faire. Donc, très très cool. Et merci Delariva pour cet envoyé spécial news de dernière minute. Bien vu. Moi, vous savez, je vis dans le jardin de Marquieteur. Hein, donc... En PLS de sécurité. pour quand il dit ah tiens Delariva, j'aimerais bien faire un buff à Draven, je lui mettrais bien plus 3 d'AD au niveau 1. Non, c'est surtout arrête de nerf Trundle par pitié, il y a que les pros qui le jouent en solo queue, c'est injouable. Sauf en jungle. Mais bon. C'est vrai. Bien, nous on a fait le tour de nos news, je pense. En tout cas, je n'ai rien vu. Je viens de traîner un petit peu sur Twitter. Je n'ai rien vu de dernière minute. Du coup, on va pouvoir vous laisser là pour une petite pause. Hein. Bien sûr, on reste en live parce qu'on va récupérer Tipsa Levo pour sa chronique sur les wildcards Worlds. On en fait quoi? Voilà, donc c'est dans 5 petites minutes. Restez avec nous. Des bisous. À tout de suite.
Restez avec nous sur l'Accent eSport. Nous revenons dans 5 minutes.
On attend Aureus. Je rêve. Je rêve. Dis-moi quand on est sur moi. Ok, on est sur moi. Je vois le retour. Non mais vrai, n'écoutez pas les Lariva dans le chat. Hein. Vraiment, ne l'écoutez pas. on ne m'attendait pas moi. Il était en train de régler les assets de la nouvelle DA. Alors, faute à lui. Non, c'est la faute à Nox qui a tout changé. Faute à Nox. Moi, on m'a dit, tiens, voilà la nouvelle DA, c'est pour l'année prochaine, la semaine prochaine. Ouais, tout de suite, là, maintenant, faut bouger. En plus, les chroniqueurs sont pas au même endroit, c'est difficile quand même. Hein. Il y a des T-Bursts partout, il y a des poros partout sur nos plans. D'ailleurs, jouez au jeu des 5 animaux fantastiques de LoL. Si vous en trouvez 5, on vous offre toute notre estime. Ils sont cachés sur l'image, un peu partout. Ah, sur ton image à toi là? Non, sur la tienne et sur celle de Tips. Ah oui, sur moi il y en a pas mal. Voilà, vous aurez toute notre estime si vous les trouvez toutes. Bon du coup, avec toutes ces petites choses que tu as dites dans le chat, les Lariva, j'en perds mon latin et mes bonnes manières. On est rejoint par Tips ce soir pour sa chronique. Tips qui va nous parler des wildcards. Alors déjà Tips, une question très importante, cruciale avant de commencer ta chronique. Comment tu vas? Bah ça va très bien. Hein. Après quelques semaines de repos loin d'Action eSport, je suis vraiment heureux de revenir parmi vous. Merci. Ça surtout avec une chronique sur l'Action eSport qui va parler des wildcards, donc un sujet qui me tient à cœur. J'ai hâte d'entrer dans le sujet. J'ai très très hâte aussi. D'ailleurs, juste avant de passer au wildcard, est-ce que tu as un petit mot, quelque chose à dire par rapport au tirage des group stage ou des play-in? Eh bien, en tant que fan invétéré de TSM, je suis un peu triste. Mais bon, après le tirage est pas trop mal, mais c'est vrai que ce sera un peu la... Voilà, en plus comme le tirage est plutôt, on va dire, positif, si en plus TSM ne passe pas, c'est encore plus la honte. Donc voilà, je me prépare à être déçu. Quoi. Okay. Tu t'entendrais bien avec Gardoum, parce que lui aussi aime beaucoup les TSM, sache-le. C'est TSM. Okay, donc... Ah, TSM, ouais. La chronique de ce soir, mon cher type, c'est que faire des wildcards aux Worlds? Écoute, la parole est à toi. Parce que c'est vrai que les wildcards, c'est souvent des régions auxquelles on ne parle pas trop, parce que c'est des équipes qui sont plus petites, plus mineures, avec un niveau qui est relativement plus bas. Mais je pense qu'elles méritent aussi un peu d'amour et un peu d'attention. Donc c'est pour ça que cette chronique d'aujourd'hui sera consacrée à ces équipes-là. Et avant de revenir sur leur histoire ou sur un peu leur niveau, ça me paraissait important déjà de faire un point sur la définition même de wildcard. Parce que déjà, la traduction est quand même assez ambivalente et ça représente bien toute l'identité des régions. Parce que d'un côté, c'est vrai que les wildcards, c'est un peu un côté négatif, notamment au tennis, où c'est des joueurs qui sont invités, qui n'ont pas forcément le niveau, qui n'ont pas le classement nécessaire pour être de la partie. Mais du coup, on va pouvoir les inviter pour leur donner un peu un accès gratuitement et pouvoir percer et avoir un peu d'exposition. Mais d'un autre côté aussi, les wildcards, comme tu l'as dit en anglais, c'est un peu les cartes sauvages, un peu les atouts, les jokers, qui peuvent apporter un facteur X et souvent un peu un côté rafraîchissant et qui peuvent vraiment jouer les troubles faits dans le tournoi. Donc pour moi, c'est vraiment ça les wildcards. C'est à la fois les équipes qui n'ont pas forcément le niveau et qui sont un peu regardées de haut, mais c'est aussi des équipes qui peuvent jouer le facteur X et qui peuvent vraiment surprendre. Exact. Mais c'est vrai que, moi, j'ai plus forcément le nom des équipes, tu vois, mais je me souviens qu'il y a des wildcards qui ont bien énervé des équipes de régions majeures pendant les main events des Worlds et tout. Et c'est vrai que les wildcards, même si, sincèrement, je les vois pas passer les group stage, ça c'est sûr, c'est quand même des équipes qu'il va falloir surveiller. Et du coup, justement, j'aimerais bien, pour introduire le sujet de l'histoire des wildcards et la chronologie, j'aimerais bien vous demander à vous quel est votre premier souvenir de wildcard qui vous a marqué pendant votre expérience sur League of Legends. Alors moi, c'était l'équipe avec BRTT. J'ai plus le nom, peut-être que tu l'auras. C'est une équipe brésilienne. C'était en saison 3. Il y avait eu une série de reportages sur certains joueurs de League of Legends. Il y avait eu Uzi, il y avait eu Faker, il y avait eu XPK. Et il y avait eu également, du coup, BRTT, qui était un AD Carry bien brésilien, qui est toujours AD Carry brésilien, mais je crois que c'est sa dernière saison compétitive cette année. Et le reportage sur lui m'avait marqué, tu vois, genre c'est quelque chose que je me souviens très bien et tout. Il y avait le grand stade du Brésil à Brasilia, probablement, ou à Rio, et la victoire et tout, genre il y avait des images qui étaient vraiment marquantes, et ouais, ça m'avait marqué. Donc moi, c'était une équipe plutôt CBLOL. Alors moi c'était plutôt... Alors c'est pas tant les équipes en tant que telles,
que la compétition à distance des fans entre le Brésil et la France sur quel est le meilleur public. Ah, yes. Mais c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus dans la compétition qu'on a avec les wildcards, parce que qu'on se le dise, le Brésil, c'est des sous-supporters, quoi. Je peux le dire, ils comprennent pas le français. Ouais, certains si quand même. Donc du coup, c'est vrai que niveau histoire, les wildcards, souvent, on sait que les Worlds ont commencé en saison 1, du coup en 2011. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de région wildcard. En fait, il y avait des équipes qui étaient plus petites, notamment des équipes vietnamiennes ou des Philippines, mais le concept de wildcard en tant que tel n'existait pas. Donc c'est qu'en saison 3, où il y a vraiment eu un tournoi wildcard, qui se déroulait en Allemagne à cette époque-là, où il y a vraiment eu un tournoi spécifié pour les wildcards qui a donné accès à une petite équipe officielle au gros tournoi. Et je sais qu'à l'époque, c'était une équipe lituanienne. Donc, comme ça, on peut rappeler que les wildcards, c'est pas que de l'exotisme, et pas que de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, mais c'est aussi des Européens. Ok. Mais du coup, à l'époque, c'était Games Gear. Ça sera coupé au montage que les Européens, c'est des wildcards, vous inquiétez pas. Mais du coup, à cette époque, il n'y avait qu'une équipe wildcard en tant que telle. Et dès 2014, on a eu 2 équipes qui ont eu accès à cette invitation, à ce tournoi. Donc, c'était Dark Passage et Kaboom eSport. Ah, Et je pense que ouais, c'est la première fois que nous, Européens, on a vraiment remarqué les wildcards, parce que Kaboom a fait quand même très mal du coup, à Alliance. On avait parlé Parce tout à que l'heure. Kaboom, Car si Alliance a perdu du coup sa qualification face à T9, elle a surtout perdu sa qualif contre Kaboom. Et c'est la première fois que du coup une wildcard faisait vraiment parler d'elle à cette époque-là. du coup, on comprend parfaitement bien pourquoi on s'en souvient plus. C'est Ouais, là on va où dire qu'on a oublié cette que, équipe-là parce que voilà. voilà, les alliances, c'est une erreur. C'est une erreur. Shox s'en est jamais remis d'ailleurs. Je crois, effectivement. Et du coup, voilà, à partir de là, vraiment, les wildcards commençaient à pousser. C'est vrai que League of Legends, c'était un jeu qui était très centralisé avant. Vraiment, c'était Europe, Amérique, Corée, Chine, et un peu Taïwan aussi à ce moment-là. Mais du coup, il y avait quand même d'autres régions qui commençaient à jouer un peu au jeu et qui voulaient aussi se faire la place au plus haut niveau, notamment pour dire ouais, vous appelez ça championnat du monde, mais s'il y a que quelques régions qui sont représentées, bah, c'est pas vraiment des Worlds. Donc nous aussi, on aimerait bien pouvoir être là et participer à cette festivité et à cette, on va dire, à ce haut niveau. Et du coup, dès 2015, quand on a créé le MSI, il y avait aussi du coup un MSI pour wildcard qui a été introduit directement. Donc ça prouverait vraiment bien que on avait vraiment introduit les wildcards dans la compétition et dans le circuit. Et puis 2016 aussi a été une grande année pour les wildcards. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la seule fois où une équipe wildcard a passé les poules. Oh, je me souviens plus. Ouais, c'était avec Albus Love, donc des Russes, et qui était une poule qui était assez relevée en plus, hein, parce que peut-être aussi on a un peu oublié, parce que dans leur poule il y avait G2. Donc, c'était G2, CLG et des Coréens, je crois que c'était peut-être Rox Tigers peut-être à l'époque. Et c'est pour ça que les NA s'en sortent pas, c'est qu'en fait on était sortis avec les Albus Nox et les NA avaient perdu face à des wildcards. Mais c'était pas les wildcards nous empêchent de passer, c'était les wildcards sont passés, pas toi. C'est un peu différent comme mécanique. Mais c'est vrai que c'est la seule fois qu'une équipe, on va dire mineure, avait réussi à passer les poules. Bon, après ils ont pris 3-0 contre H2K du coup en quart de finale. Mais bon, c'est quand même une belle performance. Ils n'avaient vraiment pas été ridicules. Et je sais qu'il y avait un joueur notamment qui s'appelle Likrit, donc un russe, qui a fait beaucoup parler de lui. Il avait vraiment un profil atypique, hein, avec des grands cheveux, vraiment. Il avait vraiment aussi des discours vraiment flambants pour dire à quel point les gens les regardaient de haut, mais qu'ils avaient réussi à prouver qu'ils avaient le niveau et qu'ils méritaient leur place. Et c'est aussi une belle histoire à raconter du coup de ce côté-là. Exactement. Et après, 2017 a vraiment apporté un nouveau changement avec les wildcards, parce que là, elles ont eu un peu marre d'avoir un tournoi vraiment que pour elles, en disant oui, en fait, on nous donne une place pour le grand tournoi, mais après, on nous met aussi un peu dans la cour de récré du côté des CP, tu vois. Enfin, genre, on n'a pas le droit d'aller à TCM2. C'est pas la grande cour, ouais. C'est ça. Et du coup, ils ont inventé le play-in en 2017, avec en gros l'équipe wildcard qui devait affronter dans un même tournoi des équipes des régions majeures, donc les moins bons seeds, et dans lesquels du coup il y avait vraiment des affrontements et une rivalité, et où les wildcards avaient vraiment la chance de pouvoir, même si elles ne se qualifiaient pas, elles avaient l'opportunité de jouer
contre vraiment des équipes professionnelles de haut niveau. Et c'était aussi un bon moyen de voir si les équipes de haut niveau, donc les équipes majeures, avaient ou non leur place dans les Worlds par rapport aux petites équipes. Nous t'écoutons attentivement, Tips. Pas de problème. Et du coup, depuis 2017, on a gardé le même format. Et c'est pour ça qu'on est encore en 2020 avec le play-in, dans lequel on va pouvoir parler plus tard dans la chronique. Et il marche bien, hein, franchement, c'est vraiment sympa. Et en plus, ça permet de créer des upsets monumentaux pour les grosses équipes qui ont peur. Donc ça crée du storytelling. Et ça leur permet de se jouer ensemble. C'est pas juste aller se faire jouer contre les meilleures équipes et se faire tarter. Ce qui arrivait quand même plus d'une fois. Hein. Keboom et Elbusnox, c'était plutôt l'exception que la règle, qu'on se le dise. Même si les histoires sont rentrées dans la légende, comme la défaite de l'Europe et de la super team européenne et la défaite des NA tout entier, l'Amérique ne s'en est toujours pas remis. Ils ont changé de président depuis pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Pardon. Bah, Trump a été élu juste après. Hein. Ouais, non mais oui, c'est. Il y a peut-être un lien de. Bilan d'Obama sur League of Legends, c'est naze. Hein. Voilà, elle n'a pas été très très bon. Mais en tout cas, très beau score sur les play-in. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté. Et toi, Tips, pour toi, c'est un bon ajout ? Bah, c'est un ajout qui est intéressant, et surtout que, on va dire que théoriquement, ça offre 4 slots potentiels pour les wildcards. Donc évidemment, ça n'arrive jamais, hein. Mais bon, c'est vrai que si jamais elles deviennent bonnes, bah, elles pourront vraiment avoir 4 slots. Et c'est vrai que si on fait le bilan, donc en 3 ans de play, donc 2017, 2018, 2019, il n'y a eu qu'une équipe wildcard qui a réussi à passer les play-in. Donc c'était en 2017 avec Fenerbahçe, donc les Turcs, qui avaient réussi à créer un upset. En gros, ils avaient piqué la place à l'époque de l'équipe LMS, qui devait être Hong Kong Attitude. Donc c'était assez. Après, c'est assez trompeur parce qu'au final, on se dit, voilà, premier play-in, une wildcard a réussi à faire le coup, mais depuis, bah, c'est pas arrivé. Donc on attend toujours le successeur de Fenerbahçe. UOL arrive, a priori, UOL. Mais du coup, cette année, à quoi on peut s'attendre sur les play-in tips ? Quelles sont les choses ? Parce que là, j'ai spoilé UOL, mais c'est moi qui crie haut et fort que les licornes, c'est les meilleurs. Bah, c'est vrai qu'il y a vraiment 2 candidats sérieux dans les wildcards qui pourront potentiellement créer un upset. Donc, d'un côté, UOL, donc les frères européens qui sont partis en Russie, qui déjà l'année dernière étaient vraiment à 2 doigts de nous faire un très mauvais coup parce qu'ils ont perdu 3-2 contre Splice, on se souvient. C'était vraiment ric-rac. Pourquoi tu montes Bambi ? Ah oui, d'accord. Ok, je vois. C'est pas de la pub, c'est le prochain skin. Non. Ouais. C'est le prochain skin de Lilia quand UOL auront gagné les Worlds. Ça ressemblera à ça. Du coup, ouais, UOL, souvent, on pense que les wildcards, c'est un peu foufou. Voilà, ça fait beaucoup de bagarres, il n'y a pas beaucoup de construction. Mais c'est vrai que UOL souvent s'inspire un peu de l'Europe et a réussi à avoir un jeu plus construit. Avec vraiment, on joue les objectifs, on joue sérieusement, avec des bonnes phases de lane et vraiment des bonnes bases. Donc c'est vrai que c'est un peu une équipe, un peu le 5e seed européen qui pourrait, on l'espère en tout cas, créer la surprise. Ok. Alors, moi de mon côté, j'ai parlé un petit peu avec Toucan parce qu'il est passé sur le Discord récemment et il m'a dit contre qui il scrimait pour se préparer aux Worlds, et il s'agit d'équipes qui sont aux Worlds également et ça avait l'air très disputé. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais de ce qu'il dit, ça a l'air quand même d'être dans une bonne dynamique, Unicorn of Love, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Après, niveau tirage, du coup, ils sont en groupe, on va dire, de LGD. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas finir premier. Mais ça veut dire qu'ils vont réussir qu'ils vont pouvoir avoir un adversaire plus abordable, du coup, pour notamment le bracket. Donc, ça devrait être liquide. Donc, on verra si EU Superior Arena ou pas, quoi. Ouais, on verra si Russie est Superior Arena. Voilà. Déjà, on arrive avec 5 seeds. Donc. Ça aide. J'avoue que c'est un peu un site européen quand même. Ouais. On va pas se mentir, mais bon. Le staff est français. Il y a que les joueurs qui sont qui sont internationaux et une partie des joueurs jouaient en LCS EU. À l'époque, Et du coup, l'autre équipe qui pourrait aussi surprendre, c'est l'équipe des Turcs, donc pas Paras Supermassive, qui pourra compter notamment sur 2 joueurs coréens qui sont quand même à un niveau relativement bon. Donc Kakao, qui est aussi connu
DLC SEU, parce qu'il a joué chez oui, Ichi. ok. Et qui a déjà connu les Worlds. Lui, il a joué les Worlds avec Invictus. Ça remonte à loin, mais voilà, il connaît déjà la grande scène. Et l'autre coréen, c'est Snowflower, qui était avant chez KT, du coup. Ok. Et du coup, eux aussi, ils ont un style de jeu qui est un peu plus chaotique, mais ils sont capables des fois de surprendre leur adversaire. Ils gardent aussi des joueurs qui ont individuellement des bons niveaux. Donc, on va dire que c'est plus individuel que collectif. Et c'est vrai que souvent, la Turquie essaie de rappeler que c'est une région plus intermédiaire que vraiment basse. Oui. C'est aussi un peu la formation un peu des LCSU, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont chez nous aujourd'hui, mais qui sont passés par la Turquie. C'est vrai. Je pense à Caps, à Humanoid, à Xerxé. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont passés par la Turquie. Donc eux espèrent se faire reconnaître. Ça va se tarir, ça, avec l'arrivée des ligues nationales qui permettent. Je vois pas, par exemple, on prend Toucouille, qui est probablement un des prochains mid à aller chercher le LEC. Il va pas passer par la Turquie. Les ligues nationales sont devenues suffisamment fortes pour gérer ça. Bah, c'était Eika qui était le mid laner de. LDLC, non, c'était pas le mid laner de LDLC, c'était le. Ah, peut-être. Je sais plus, il faut que je vérifie, mais il est passé de Ligue française à directement Ligue américaine. Alors, il a eu le parcours qu'il a eu, mais ça montre quand même qu'il y a moyen d'avoir des tremplins. C'était LDLC, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, eh bien, pourquoi pas, tout couille, peut-être effectivement le prochain. Hein. On attend que ça. Ce serait beau pour la France. Pour la France. La France. Et après, voilà, je vais pas vous spoiler, mais le reste des wildcards, ça reste des équipes relatives. Il y aura peu, en tout cas, d'espoir pour elles. Je pense notamment à l'Océanie avec Legacy Esports. En plus, la région en tant que telle a réussi à faire émerger pas le talent. Il y a pas mal de joueurs individuels qui sont partis de l'OPL pour aller en LCSNA. Je pense notamment à Ryoma, à FBI et tout ça. Mais du coup, ça veut dire que ceux qui restent, c'est pas forcément les meilleurs. Et du coup, je pense que ça sera compliqué pour eux également. Énorme. Et nous, c'était Belém qui nous avait envoyé un screen quand il était allé en Australie pour la fin de ses études. Un screen d'une ranked qu'il avait lancé. Dans son équipe, il avait 2 ranked, un gold, un diamant. Et en face de lui, il y avait un grand master, un plate et 2 silver. Voilà. Ça doit être toxique la solo queue là-bas. Un poil, je pense. Comme les feuilles qui mangent. Mais ça, tu parles des autres wildcards. Il me semble que tu n'as pas cité les équipes d'Hong Kong. Parce que c'est pas une petite wildcard. Ouais, donc c'est la PSG, donc le PSG Talon. Ils vont avoir du mal, je pense, parce que déjà, on sait que l'ex-LMS devenu PCS est souvent décrié à un niveau qui est vraiment limite pour être considéré comme la région majeure. Ça fait quand même très longtemps que TPA est passé par là. Et du coup, chaque année, c'est compliqué. Et en plus, cette année sera d'autant plus compliqué qu'ils auront 2 joueurs en moins. Donc les 2 Coréens du roster, donc Tank et River, à cause des restrictions sanitaires et des périodes de quarantaine, ne pourront pas être là pour le play-in. Donc ils pourront être là pour le main event si jamais l'équipe est qualifiée. Mais ça veut dire qu'ils partent avec un handicap assez conséquent parce que du coup, 2 joueurs en moins, c'est quand même un peu galère. Et l'équipe a du coup pris 2 stand-in, donc 2 joueurs du côté de la PCS. Donc je crois que c'est Kyongi et Uniboy. Donc des joueurs qui connaissent, mais auxquels ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner avec eux. Donc ça promet d'être compliqué, quoi. Ouais, donc c'est créer une cohésion d'équipe entre le duo mid-jungle qui se connaissent déjà et le top bot qui se connaissent déjà. C'est vrai que PSG Talon, ils vont avoir un parcours et un début d'événements, de play-in très important parce que s'ils commencent par win, ils vont se dire que c'est trop cool et qu'ils ont bien fait leur taf de préparation malgré les événements, mais s'ils commencent à perdre, le mental il va prendre un coup. C'est la défense en enfer. Hein. Je pense, hein, c'est pas comme les autres équipes qui, pour le coup, même si, admettons, G2 ils choquent la première game, ça reste G2, ils sont solides, ils ont une structure, ils se connaissent, ils vont rigoler ensemble comme en finale des Worlds l'année dernière, et ils vont remonter. Du coup, pas comme en finale de l'année dernière, mais vous voyez le truc. 2 défaites dans cette poule-là, ça veut dire c'est Team Liquid ou Mad Lions à battre en BO5. C'est pas gratuit. Pas du tout. Hein. Mais après aussi, l'occasion aussi de marquer un peu les absents, parce que aussi on a l'habitude de voir le Vietnam qui est souvent une wildcard qui est, c'est une région un peu intermédiaire qui est souvent
apprécié des fans et qui a un niveau de jeu assez intéressant, eh bien, ils seront pas là cette année parce que du coup, à cause du Covid aussi, ils n'ont pas pu venir en Chine. Et non. Et du coup, à la base, c'était Team Flash qui devait être au main event et aussi les fameux GAM eSport qui devaient être au play-in, donc avec des joueurs bien connus comme Levi, donc, qui est bien connu, qui seront pas là. Mais du coup, ça permet aussi de souffler parce que aussi pour PSG Talent, c'est-à-dire qu'il y a une équipe potentiellement forte qui sera pas là. Et même en tant que région, on sait que Riot Games souvent prend en compte les résultats du coup de l'année des années précédentes pour attribuer les seeds et les poules. Et du coup, comme le Vietnam n'est pas là, ils pourront pas dépasser la LMS, le PCS cette année. Ils auront pas 2 seeds du coup l'année dernière, ils en auront peut-être que 1, ou alors Riot va se dire il y a eu le coronavirus et tout, on vous laisse vos 2 seeds pour cette année. Au final, les Worlds auront bien lieu en Chine l'année prochaine aussi, alors que normalement ça devrait tourner chaque année. Donc à voir. Ça peut être ça. Ils peuvent maintenir les points de cette région parce que c'est vrai que cette région va perdre des points de facto. Points qui seront pas redistribués vu qu'il y a des équipes en moins qui vont y aller. Donc ils ont juste à leur donner les points de l'année dernière et à voir ce que ça donne l'année prochaine. Tout est bon et ça crée pas de problème normalement. Puis si ça crée des problèmes, ça fera un drama et on vous débriefera tout dans l'accent e-sport, messieurs, dames. L'accent drama. Drama e-sport. On aime ça le drama. Drama e-sport, c'est bien. Dramaland. L'accent Dramaland. Une petite musique de jingle. Oh mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà. L'émission est prête. Excellent. Eh bien, finis ta thèse et on lance ça tout de suite. J'ai tellement hâte que tu passes ta soutenance et qu'on aille fêter ça et qu'ensuite on envoie la sauce. En tout cas, ouais, pour les équipes en play-in, moi je vois Unicorn of Love, potentiellement PSG Talon. Mais d'ailleurs, tu nous as pas trop parlé, V3 Esports, c'est le Japon. Ils sont vraiment en dessous parce qu'ils ont battu quand même les Detonation Focus Me. Donc. On va dire que déjà c'était une surprise de les voir au World parce que c'est vrai que on était habitué à voir Ceros avec son Heininger toujours ban au World. Ouais. Mais après c'est un peu l'inconnu parce que niveau expérience, il n'y a aucun joueur qui a joué les Worlds auparavant. En même temps, c'est difficile. C'est un peu ric-rac. Mais après peut-être aussi c'est un bon signe parce que c'est vrai que souvent DFM est toujours là, mais souvent ils n'arrivent pas à passer milieu de tableau et ils n'arrivent pas vraiment à percer. Et donc peut-être qu'il y avait un plafond de verre qu'ils n'arrivaient pas à percer. Et que comme c'est des nouveaux qui sont insouciants et qui ont vraiment peut-être joué sans complexe, peut-être que V3 pourra réussir à faire quelque chose. Mais bon, ça reste quand même assez plan-plan. Je sais que niveau plan de jeu, par contre, eux, ils sont quand même assez méthodiques, mais souvent, c'est assez lent, quoi. Donc, ok. C'est la Corée sans le skill. Mais c'est marrant ce que tu dis, une équipe jeune qui sont assez insouciants et tout, ça me rappelle un peu E-Star qui avait dominé la LPL au Spring Split et qui ont surpris un petit peu tout le monde. Mais après, c'est quelque chose qui va... Oui, c'est ça, ils avaient tarté tout le monde. Mais après, ils se sont fait tarter. C'est un truc qui est super important, c'est de savoir aussi, genre ça, pour le coup, on a vraiment zéro info, pourtant c'est une métrique qui je pense, représente au moins 50% de potentiels pronostics qu'on pourrait faire sur les équipes, c'est comment les joueurs et l'équipe ensemble est mentalement dans cette compétition. Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce que c'est de la bonne pression qui va te faire step up? Est-ce que c'est de la mauvaise pression qui va te paralyser? Est-ce que tu es euphorique au point d'être de tout réussir et d'avoir une chance incroyable, ou est-ce que tu es euphorique au point de faire les pires chokes et les pires dives de toute la Terre? Alors c'est le mental des joueurs à l'approche d'un événement comme ça, c'est quelque chose d'important et c'est vrai qu'on n'a pas d'infos dessus. À part si toi, Tips, tu en as, mais personnellement, je n'en ai pas. Moi non plus, malheureusement, je ne sais pas encore été dans les bagages des équipes. Qu'est-ce que t'attends, Tips? un petit sac à dos, là, tu sautes dans le sac à dos des Unicorn of Love, et comme ça, tu sais tout. Ce serait si bien. Est-ce que tu avais d'autres choses par rapport à ces wildcards en termes de sujets et tout à aborder? J'aimerais bien savoir si pour vous, c'est vraiment important de garder des slots pour les wildcards, parce que aussi... on peut voir qu'il y a quand même des grands absents dans la ligue majeure. Je pense à T1, à IG ou à Fun Plus Phoenix. Et on pourrait dire que ces équipes-là aussi ont le niveau pour jouer les Worlds. Mais c'est important ou pas pour vous de garder l'équipe des ligues? Si tu veux la prendre, Arriva, parce que moi je vais être assez sec sur les équipes chinoises qui ont été énoncées. Je vais te laisser être sec sur les Chinois dans ce cas-là. Il y a des gens qui ont été douchés. Mais en tout cas, non, pour moi c'est intéressant parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver avec la plupart des régions qui jouent pour du beurre.
et qui participent pas aux mondiaux. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment des mondiaux si tu as la moitié des pays du monde qui sont juste en dehors de la compétition et qui ne peuvent pas y participer. On a un format déséquilibré de manière à favoriser les régions où il y a plus de monde, d'accord. Les régions où il y a le plus d'argent, les NA, je vous regarde, d'accord. Mais non, pour moi, le play-in, il a son intérêt et on n'a pas besoin de 6 équipes européennes, 6 équipes chinoises ou 6 équipes coréennes. Il faut que les gens ils se bougent un peu le cul pour monter. Et là, je vais laisser Auréus faire la transition. Alors moi déjà je voulais rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que si admettons il y a 5 ou 6 équipes chinoises qui passent, bah une fois que t'es qualifié, tu vas pas tryhard de fou la fin de saison. Pareil en EU, si tu mets une 5e ou une 6e équipe, ils vont pas essayer de se transcender pour aller chercher voilà, les points et le top 1 ou le top 2 de leur région. Du coup ça ferait des fins de saison des régions en question un peu plus lente et un peu moins sympa, alors que c'est là que la hype est réellement là quand tu arrives sur la fin des playoffs et tout. Du coup, je pense que c'est bien de ne pas rajouter de slots supplémentaires. Je pense que 4, c'est vraiment le maximum du maximum pour une région. T'énoncer Invictus Gaming et Fun+, je suis très content sincèrement de ne pas aller voir au Worlds. Un peu triste quand même pour Fun+, et Invictus parce que c'est les champions du monde 2018 et 2019. Mais bon, ils savent pas gérer la pression, ils savent pas gérer la pression des playoffs. Ils ont complètement de choc. Fun+, vraiment que sur le Summer, mais Invictus Gaming, ils dominaient le Summer et le Spring, mais au playoff Summer et Spring, ils ont complètement de choc à céder à la pression, quoi, tout simplement. Donc, t'arrives pas à gérer la pression de ta région, tu vas pas gérer la pression de tout ton pays sur le monde, tu vois, dans les Worlds. Donc, pour moi, c'est légitime que des Sunning et des LGD passent devant. Et je suis très content de voir qu'il y a autant d'équipes wildcard. Vraiment, on va découvrir des nouvelles équipes, des nouveaux joueurs pour la plupart. Il y a ça aussi. Et c'est cette nouveauté, cette petite fraîcheur, tu vois, qui est hyper agréable. Je trouve qu'elle a vraiment une saveur particulière. Du coup, moi, je trouve que c'est cool. Là, tu vois, on a Legacy, Papara, Inns, Rainbow Seven, V3 Esports, PSG Talon. Donc, on a 7 équipes, à la limite 8 avec Unicorns qui font pas partie des régions majeures. Donc, c'est quand même 8 équipes où voilà, on aura forcément des découvertes, des déconvenues, mais peut-être aussi des bonnes surprises. Donc moi j'aime bien qu'il y ait 8 équipes comme ça qui viennent du play. Et toi du coup, c'est quoi ton avis, Tips? Non, je partage ça parce que aussi moi je suis vraiment très heureux de voir des équipes plus petites et aussi voir aussi des fois elles apportent aussi des choses intéressantes en termes de style de jeu ou de pool de champions. Ouais. Ça permet d'avoir un peu des trucs rafraîchissants et pas toujours les mêmes metagames. Et puis aussi souvent, ça permet de voir aussi des oppositions de style qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment à Rainbow Seven, parce que eux vraiment ils sont assez particuliers, parce que c'est l'équipe du coup qui vient de d'Amérique latine. Eux, souvent on pense que les wildcards c'est vraiment un peu foufou, que ça fait que de se battre. Eux, ils se battent que pour les dragons. Donc, on va dire que en gros, toutes les 5 minutes, ils vont se regrouper au mid ou au dragon pour faire un peu un fight et tout ça. Mais sinon, il se passe absolument rien pendant les 5 minutes qui s'écoulent. Ok, donc des actions focalisées, ça marche. Je retiens pour Rainbow Seven. Intéressant. J'avais un truc à dire, mais ça m'a échappé. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais un truc vraiment, vraiment cool à dire. Je sais plus. L'Elariva, quelque chose à ajouter peut-être le temps que je retrouve. Mangez des pommes et buvez de l'eau. Surtout en ce moment, il fait chaud. Tiens, d'ailleurs, petit quiz pour ceux qui sont encore présents. On va jouer à un petit jeu de puissance. Entre un requin et un orque, qui gagne? Les scientifiques ont tranché cette semaine. C'est l'orque, non? Les scientifiques ont tranché? Ils ont fait comment pour faire ça déjà? Attends, ils ont mis des balises sur les deux, sur des requins et des orques, et ils ont regardé. Non, je pense que c'est l'orque en vrai, genre orque. Déjà, orque. On parle pas de n'importe quel replan, on parle du requin blanc, hein, on parle d'un gros requin. Mais pourquoi, à ton avis, les orques dans WoW, ils s'appellent les orques? C'est en référence à l'orque. C'est pas, sinon ils s'appelleraient les requins. Ah, moi je croyais que ça s'appelait la culture avec un grand K, que ça venait de là. Bah, mais c'est les orques qui gagnent. Zog, pour Kaz Modan et tout. Tout ça. Exactement. En fait, il suffit qu'un requin voit un orque à un endroit et le requin ne revient pas avant l'année suivante. Même si l'orque est que de passage. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute, que vous voyez la voiture de quelqu'un et que vous preniez plus jamais cette autoroute parce que vous l'avez vue une fois. Ils en ont peur, mais à un point. Il y a aussi une scientifique qui a fait un câlin à une baleine, mais ça c'est autre chose.
L'inverse, c'est la baleine qui a fait un câlin à la scientifique. Bon, si les scientifiques le disent, on va pas les contredire. Ah non, les vidéos, elle a eu très peur. Ah ouais, Là, t'as une baleine qui fait ça autour de toi. Ok, cool. Voilà, donc tu as retrouvé ce que tu voulais dire? Pas du tout, j'étais vraiment pris dans ton histoire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pourtant, il y avait vraiment de la valeur ajoutée. Est-ce que c'était pas une connerie comme l'orque et l'orque, tu vois? Non, c'est vraiment un truc intéressant. Et je sais plus. Oh, je me souviens. Ah, yes. Tu parlais, Tips, des stratégies incroyables des wildcards. Je me souviens d'une équipe, peut-être que tu te souviendras du nom, moi je ne me souviens pas, c'était peut-être en 2017 ou en 2018. Une équipe wildcard aux Worlds qui avait fait une stratégie basée sur Nocturne et ils avaient accéléré son passing de jungle comme jamais, ce qui fait qu'il était niveau 6. Timing ultra important de Nocturne, quand la botlane en face venait juste de passer niveau 4. Ce qui fait qu'il a gank bot. C'était contre Fnatic d'ailleurs, ou Ouais, je crois que c'était contre Gigabat Marine justement, c'était les Vietnamiens. Et c'est pour ça qu'on n'est pas content qu'il soit pas là. Et du coup, le gank bot du Nocturne était trop rapide. Ils ont sécurisé 1 ou 2 kills, je sais plus, mais en tout cas ils prennent pression bot, ils prennent Drake et derrière ils arrivent à snowball dessus. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais dégoûté, mais j'ai trouvé ça incroyable. Cette stratégie, c'était vraiment le premier champion à être niveau 6. C'était un peu les prémices du funneling, voilà, mais c'était très cool à voir en tout cas sur un Nocturne. Ouais, et en plus, je crois qu'il cumulait ça avec. Il jouait Lulu bot, enfin Lulu en support, sans flash, avec Ignite Exhaust, vraiment sans respect total. Ouais, le funneling, c'est ce qu'on dit. Oh, le funnel, en fait, c'est du funneling, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le funnel autorisé. Ouais. Le funnel mid ne plaît pas à Riot, du coup ils ont dit nope. Ils ont même supprimé la map sur laquelle on jouait funnel. Mais bon, bref, on va pas ressasser, on le dit déjà 2 fois par semaine. RIP la 3v3, on va le redire. RIP Dominion aussi, hein, tant qu'on y est. C'était très sympa. RIP les requins. Enfin, bref. RIP les requins. RIP le requin. Et vive le monsieur qui a tabassé un requin à main nue. Quel homme. Le requin a attaqué sa femme, il l'a tapé avec ses poings jusqu'à ce que le requin parte. Ah, c'est un bonhomme, putain. Heureusement que c'était pas un orc. Ah, le souci c'est que le requin lui a envoyé sa femme et ça s'est mal passé. Aïe. Sur ces bonnes paroles, on espère que vous avez passé une bonne soirée sur l'Accent eSport. On reviendra bien sûr la semaine prochaine. Je suis personnellement en stream sur cette chaîne à peu près tous les jours à partir de 14h ou 16h jusqu'à peu près 18h, 18h30. Peut-être que je vais live après, voilà, petite pause manger et tout. Peut-être que je live vers 21h30, 22h. Nous verrons. Du coup, des bisous tout le monde. Et petit mot de la fin pour Tips. Bonne chance au wildcard et en espérant qu'on en verra quelques-unes au main event. Et ben voilà, bonne chance au wildcard. Bisous tout le monde, passez une bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci à tous, on revient mercredi prochain. Bisous.